Bienvenue à notre exploration du jour. Quand on pense au Sahara, bon, on a cette image d'immensité aride, magnifique, c'est vrai, mais très difficile pour l'agriculture. Le défi principal, ce sol sableux qui a du mal à retenir l'eau, les nutriments, en gros, tout s'échappe. Et cultiver devient un combat permanent. Mais voilà, imaginez qu'on puisse transformer ce défi grâce à un sous-produit industriel assez inattendu, la mélasse. C'est l'idée centrale et plutôt innovante du projet polymère naturel d'Agritexol qui est soutenu par Green Incubator. Une solution qui se veut écolo et locale. Notre objectif aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de cette initiative, comprendre comment, concrètement, cette mélasse qui vient des sucreries peut devenir un allié pour stabiliser les sols du Sahara. On va un peu décortiquer le processus, regarder les bénéfices attendus pour l'agriculture, l'environnement, l'économie locale aussi, et puis voir comment ça s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. Alors, commençons par le début. Pourquoi ce sol sableux pose tant de problèmes? Oui, c'est vraiment le nœud du problème dans ces régions-là. La structure même du sable, vous savez, avec ces grosses particules peu liées entre elles, ça crée une porosité excessive. Du coup, l'eau d'irrigation, ou même les pluies rares, elles traversent trop vite. Elles ne restent pas là où les racines pourraient en profiter. Ça, c'est le premier gros souci. Une gestion de l'eau qui est très inefficace. D'accord. Et j'imagine qu'il n'y a pas que l'eau qui file comme ça. Exactement. Tout ce qu'on ajoute pour essayer d'enrichir le sol, que ce soit du compost, du biochar, des nutriments, tout ça, a tendance à être lessivé ou simplement ça reste pas dans la zone utile pour les plantes. Et en plus, ce manque de cohésion, ça rend la couche du dessus extrêmement vulnérable au vent. L'érosion éolienne, c'est un fléau constant au Sahara. Ça emporte le peu de matière organique ou les amendements qu'on a pu mettre. Donc oui, cultiver devient une lutte incessante contre la dispersion. C'est un tableau assez décourageant, effectivement. C'est là qu'intervient cette fameuse mélasse. Alors, rappelons peut-être rapidement ce que c'est pour ceux qui ne visualisent pas bien. Oui, la mélasse, c'est ce sirop, vous savez, brun, foncé, assez épais, visqueux. C'est ce qui reste après qu'on ait cristallisé le sucre, à partir de la canne ou de la betterave. C'est un coproduit standard de l'industrie du sucre. Souvent, on considère qu'il a une faible valeur ajoutée directe, même si on l'utilise un peu en alimentation animale ou pour faire de l'éthanol. Mais sa disponibilité, notamment en Algérie avec les sucreries locales, c'est un vrai atout pour ce projet. Et qu'est-ce qui la rend si prometteuse pour nos sols sableux? On est loin de l'image d'un amendement classique, là. Ce qui est fascinant ici, c'est le potentiel qui est caché dans sa composition, en fait. La mélasse, elle est encore très riche en sucre, des sucres simples et complexes qui n'ont pas été cristallisés. Et ce sont justement ces sucres qui vont servir de, comment dire, de briques de construction pour synthétiser, par des processus biologiques, des polymères naturels. On n'utilise pas tel quel sur le sol, mais comme matière première pour fabriquer autre chose. Ah, d'accord. On transforme donc un déchet potentiel en matière première pour une solution un peu high-tech mais verte. C'est séduisant comme idée. Alors, comment ça se passe, cette transformation finale? J'imagine qu'on ne verse pas la mélasse brute comme ça dans un fermenteur. Non, non, effectivement, la mélasse qui sort de la sucrerie, elle peut contenir des impuretés, son pH peut varier, la concentration en sucre aussi. Pour que les processus biologiques derrière fonctionnent bien de manière optimale et reproductible, il faut une étape de pré-traitement. C'est indispensable. Ça consiste en gros à la filtrer, à ajuster son pH très précisément et souvent à la diluer pour arriver à la concentration en sucre idéale pour les micro-organismes ou les enzymes qui vont bosser après. C'est une étape de standardisation en quelque sorte pour être sûr de la qualité à la fin. Tout à fait. C'est crucial pour la fiabilité du processus à l'échelle industrielle. Sans ça, on risquerait d'avoir des rendements qui varient ou des polymères avec des propriétés différentes d'un lot à l'autre. Et ça, ce n'est pas acceptable pour une application en agriculture où on cherche la constance, bien sûr. Bien, donc la mélasse est prête. Et là, la magie biologique opère, si j'ose dire. Le projet mentionne deux voies principales pour transformer ces sucres en polymères. La première, c'est la fermentation. Ça nous parle un peu. Mais comment ça marche ici? Alors, on utilise des micro-organismes. Ça peut être des bactéries ou des levures spécifiques qui sont soigneusement sélectionnées pour leur métabolisme particulier. En gros, on les nourrit avec les sucres de la mélasse préparée dans des conditions très contrôlées, température, oxygène, etc. Ces microbes vont consommer les sucres et, comme produit de leur activité, ils vont excréter soit des molécules plus simples qui seront ensuite assemblées, l'acide lactique par exemple, qui peut être polymérisé en PLA, un bioplastique connu, soit directement des biopolymères complexes, comme des polysaccharides.
Et ce sont ces longues chaînes moléculaires qui ont cette capacité d'agir comme un liant dans le sol. D'accord, donc on utilise des sortes de micro-usines vivantes pour fabriquer notre colle à sable. C'est ingénieux, oui. Et la deuxième voie, l'hydrolyse enzymatique, c'est différent comme approche. Oui, là l'approche est différente. On n'utilise pas des organismes vivants entiers, mais des enzymes spécifiques. Les enzymes, ce sont des protéines qui agissent comme des catalyseurs biologiques très, très efficaces. On peut les voir un peu comme des ciseaux moléculaires ultra précis. Une première étape peut être d'utiliser des enzymes pour découper les sucres complexes de la mélasse en sucres plus simples comme le glucose ou le fructose. Ensuite, d'autres systèmes enzymatiques, ou parfois une combinaison d'enzymes et de microbes, peuvent être utilisés pour assembler ces briques de base, les sucres simples, en chaînes polymériques spécifiques, avec la structure et la longueur qu'on désire. Cette deuxième voie, elle offre peut-être plus de contrôle sur la structure finale du polymère alors. Potentiellement, oui. L'utilisation d'enzymes peut permettre une synthèse plus ciblée de polymères avec des propriétés vraiment bien définies. Après, le choix entre fermentation et voie enzymatique, ça dépendra sûrement des coûts, des rendements, du type exact de polymère qu'on vise, et puis de la robustesse du processus pour passer à grande échelle. Le document source insiste aussi pas mal sur une étape de modification fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste créer n'importe quel polymère, si je comprends bien. Absolument. Et ça, c'est une étape clé qui montre vraiment l'intelligence du projet. Créer un polymère, c'est une chose. Créer un polymère qui interagit parfaitement avec les particules de sable et l'eau dans les conditions spécifiques du Sahara, c'en est une autre. La modification fonctionnelle, c'est l'étape où on va, disons, personnaliser le biopolymère qu'on a obtenu. On peut y greffer des groupes chimiques spécifiques pour améliorer son affinité avec le sable, ou alors modifier sa structure pour qu'il absorbe plus ou moins d'eau, ou encore pour contrôler sa vitesse de dégradation dans le sol. C'est assez pointu. Ah oui, on fabrique donc un outil sur mesure pour le sol saharien, pas juste un produit générique. Ça explique pourquoi c'est si prometteur. C'est exactement ça. On optimise la performance pour l'application qu'on vise. Ça peut être créer des amidons modifiés, plus résistants, ou des polysaccharides stabilisants avec des capacités d'adhésion renforcées. C'est de la chimie verte appliquée pour maximiser l'efficacité agronomique. Et une fois qu'on a ces polymères sur mesure, comment ils arrivent jusqu'à l'agriculteur? Sous quelle forme le produit sera dispo? Alors, le projet envisage plusieurs formes justement pour bien s'adapter aux pratiques agricoles existantes. On pourrait avoir une poudre fine ou des granulés solubles, ça c'est facile à stocker et à épandre. On pourrait aussi avoir une forme de gel concentré ou une solution liquide. Cette flexibilité, elle est importante pour faciliter l'adoption par les agriculteurs. Et pour l'appliquer sur le terrain, est-ce que ça demande du matériel spécifique ou ça s'intègre facilement dans ce qui existe déjà? L'idée, c'est vraiment de faciliter l'intégration. La poudre ou les granulés, par exemple, pourraient être mélangés au sol au moment du labour ou quand on prépare les parcelles. Un peu comme on applique un amendement solide classique, quoi. La forme liquide ou le gel dilué, ça a l'avantage énorme de pouvoir être injecté directement dans les systèmes d'irrigation existants, notamment le goutte à goutte qui est très répandu en agriculture saharienne moderne. Ça permet une application homogène, précise et surtout sans avoir besoin d'acheter du matériel supplémentaire coûteux. Ça, c'est un point crucial, oui, pour que les agriculteurs l'adoptent. Et le projet parle aussi de mélange enrichi en combinant avec du biochar ou du compost. Quelle est la logique derrière ça? Bah oui, ça c'est une approche très intéressante qui vise la synergie. Le polymère naturel qui vient de la mélasse, lui, il agit surtout comme un agent structurant, une sorte de liant écologique qui va agréger les particules de sable. Le biochar, de son côté, il est excellent pour sa capacité à retenir l'eau et les nutriments grâce à sa structure très poreuse. Et le compost, ça apporte de la matière organique et de la vie microbienne au sol. L'idée du mélange enrichi, c'est que le polymère va stabiliser physiquement le biochar et le compost dans le sol. Il les empêche de se disperser en quelque sorte. Exactement. Il crée un micro-environnement plus stable où ces autres amendements peuvent rester actifs plus longtemps et jouer pleinement leur rôle. Le polymère améliore la structure du sol, on peut dire qu'il améliore la maison, ce qui permet aux habitants, l'eau, les nutriments, le biochar, le compost, d'y rester et d'être efficaces plus longtemps. C'est plus qu'une simple addition d'effets, c'est une vraie multiplication des bénéfices. On améliore la structure et on prolonge l'action des autres intrants bénéfiques. C'est là que ça devient puissant. Vu comme ça, oui, l'impact potentiel est bien plus grand que celui du polymère tout seul. Si on regarde maintenant les retombées attendues, elles semblent vraiment multiples. Commençons par le terrain, l'agronomie pure. Alors, sur le plan purement agronomique, les bénéfices directs qu'on attend,
c'est d'abord une meilleure agrégation du sol, donc une structure plus stable. Qui dit structure plus stable dit moins d'érosion, que ce soit par le vent ou par l'eau. Ça veut dire aussi une meilleure infiltration et une meilleure rétention de l'eau à portée des racines. Et puis, comme on vient de le dire, une efficacité accrue et prolongée des autres amendements et fertilisants, qu'ils soient organiques ou minéraux. Au final, on vise une amélioration globale de la fertilité et de la résilience du sol. Et